Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau module qui concerne les pensions et qui vient juste après le module des responsabilités au niveau personnel pour les entrepreneurs. Une des peurs liées à l'entrepreneuriat, c'est qu'est-ce que j'aurai à ma pension. Et c'est un aspect souvent qui revient dans les fabulations, dans les représentations qui, à mon sens, sont fausses. C'est qu'est-ce que la pension? Donc la pension, c'est une branche de la sécurité sociale. Et la sécurité sociale, c'est l'ensemble des prestations que l'État donne à chacun des citoyens. Quand vous allez chez le médecin, vous êtes remboursé d'une partie. Lorsque vous achetez des médicaments, lorsque vous allez à l'hôpital, lorsque vous avez du chômage, que ce soit du chômage classique, du chômage temporaire, lorsque vous avez un accident et que vous êtes ce qu'on appelle sur la mutuelle, ce sont des prestations sociales. La pension, c'est aussi une prestation sociale parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais la pension est assimilée à une perte d'emploi, mais qui est permanente. Donc, un pensionné, c'est quelqu'un qui a perdu son emploi de manière permanente. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça, en tout cas, que c'est considéré légalement. Alors, qu'est-ce que la pension après? Souvent, les gens ont de la pension l'image de ce qu'on appelle le pilier numéro 1. Il faut savoir que la pension, c'est officiellement ou traditionnellement plutôt 3 piliers. Et moi, je vais vous parler d'un quatrième que j'ajoute en général. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle la pension légale. Donc, un jour, si vous arrivez à vos 65 ans, en tout cas à l'heure actuelle, maintenant c'est même 67 ans, vous aurez droit à une pension légale. Cette pension légale, elle est déjà par pays. On l'oublie, mais certains d'entre vous ont peut-être travaillé au Luxembourg, c'est le cas de Sylvain et de moi. Donc on a travaillé au Luxembourg, certains ont peut-être travaillé en France, en Italie, en Allemagne, certains sont peut-être transfrontaliers avec la Hollande. Bref, vous avez travaillé dans différents pays, que ce soit comme indépendant, comme fonctionnaire, comme ouvrier, comme employé, voire même vous avez été allocataire d'un pays, vous avez été sur le chômage d'un pays. Donc le fait d'avoir fait ces prestations-là, que ce soit en Belgique ou que ce soit dans chacun des pays, vous avez droit à un pilier de pension légale. Évidemment, si vous avez travaillé dans différents pays, il faudra se référer à la législation du pays, l'âge de la pension, mais vous aurez droit à une pension légale, normalement, dans chacun des pays. La pension légale en Belgique va regarder deux critères principaux. C'est les statuts sur lesquels vous avez exercé, donc salarié, employé, salarié, allocataire, fonctionnaire, indépendant, va regarder le nombre d'années pour lesquelles vous avez travaillé. Pour le moment, en Belgique, on parle de 45e d'activité, c'est-à-dire correspondant à une année. On va simplement regarder, tiens, c'est quoi l'étendue de votre carrière? Quand on regarde tous les temps de travail que vous avez effectués, on arrive à quelle fraction sur 45 années? Et puis, on va regarder une deuxième variable qui est qu'est-ce que vous avez eu comme salaire? Ça, c'est si on est fonctionnaire salarié, ou qu'est-ce que vous avez déclaré comme cotisation sociale. Ça, c'est si vous êtes indépendant. Il y a une espèce de calcul qui se fait, ne me demandez pas comment. Ceux qui sont curieux iront voir sur mypension.be et vous aurez une simulation de votre pension à titre provisoire. Et vous avez une pension légale avec un plafond bas et un plafond haut. Quelle est la différence entre l'indépendant et le salarié à l'heure actuelle? C'est qu'à temps de travail égal et salaire égal, le plafond bas, c'est-à-dire le minimum, est égal, quasi égal à quelques euros près. C'est le plafond haut qui n'est pas le même, il est plus élevé chez le travailleur salarié. Je pense qu'il est encore même plus élevé chez le fonctionnaire, mais qui ont un statut particulier. Donc, est-ce que vous aurez une pension légale? Oui, et c'est fonction des pays dans lesquels vous avez travaillé, la durée de votre travail en Belgique en 45e et de la hauteur de votre salaire. Donc ça, c'est le premier pilier. Donc, qu'est-ce que vous aurez comme pension? Vous aurez au moins le pilier 1, puisque c'est le pilier légal. Deuxièmement, vous avez un deuxième pilier. Le deuxième pilier, c'est est-ce que des tiers
ont cotisé pour vous de manière privée. On va se dire, ben, quel tiers? Ben, par exemple, votre employeur pourrait cotiser pour vous dans des produits d'assurance groupe, par exemple. Les assurances groupe étant des assurances de type vie qui et ils versent chaque année un montant. Parfois, c'est hors de votre salaire, vous payez en même temps que le patron, vous une partie, le patron une partie plus grande. Ces primes-là sont versées sur un compte et vous les touchez à votre pension avec des avantages fiscaux qui vont avec, puisque vous êtes taxé de manière forfaitaire sur cette partie-là. Un deuxième tiers. Quand on est Pardon. indépendant, c'est quand on est indépendant, il y a des assurances spécifiques pour ça. Exactement. Donc, l'assurance groupe, c'est pour les travailleurs salariés. Quand on est indépendant et qu'on a une société, on peut jouer sur un autre aspect qui est l'engagement individuel de pension. Je Oui, suis le dirigeant de ma société peut me payer, puisque ma société est un tiers vis-à-vis de moi, peut me payer une pension complémentaire qu'on appelle un engagement individuel de pension, une EIP, enfin un EIP plutôt, qui est une assurance aussi avec une prime qui a différents avantages fiscaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est mais c'est intéressant intéressant pour de la savoir, c'est société. de se dire non seulement je prépare mon futur en termes de pension, mais en plus, je suis en train d'optimiser fiscalement mon entreprise. Voilà. C'est doublement intéressant sur le présent et sur le futur, pour autant qu'on ait de la liquidité suffisante, évidemment. Il ne faut pas se mettre en danger. Exactement. Et donc, ces produits-là, on les trouve dans n'importe quelle compagnie d'assurance. Euh, Ce sont des placements d'assurance, mais qui sont sûrs. D'accord? Et donc, ce sont des placements qui, en plus, peuvent servir dans le cas de je veux acheter une propriété, je peux me servir de la réserve, bref, qui ont différents avantages, d'où l'importance de se faire conseiller aussi. Donc, qu'est-ce que je peux avoir à ma pension à ce stade? Ben, la pension légale, qui arrive tous les mois, et puis je peux avoir un capital qui arrive à ma pension, qui est le fruit de tout ce que j'aurais cotisé, des intérêts, des participations bénéficiaires, etc. Deuxièmement, alors l'avantage, parce qu'on va se dire, bah ouais, mais finalement, quel est mon intérêt de placer mon argent plutôt que de le garder sous mon matelas? Un patron pourrait se dire, Mhm. bah, c'est que l'avantage, il est fiscal. C'est que vous bénéficiez d'un avantage fiscal immédiat quand vous versez la prime, ce qui n'est pas le cas d'un salaire. C'est-à-dire qu'un salaire, c'est une charge, mais vous allez payer des cotisations sociales et vous allez payer de l'impôt. L'avantage de la prime de pension, c'est qu'elle est déductible à 100% moyennant certaines règles et qu'elle sera fiscalisée avec des taux hyper avantageux quand vous la recevrez. Donc, pour schématiser, si vous avez 1000 euros sur une année à consacrer, consacrez-les plutôt à une assurance privée qu'à du salaire, parce qu'au final, il vous en restera beaucoup plus. D'accord? Donc ça, c'est aussi quelque chose à voir. D'autant qu'il y a des taux d'intérêt sur de l'argent qui est placé. Donc ça permet aussi, à la différence de le mettre sous le matelas, qu'ils ne perdent pas ou moins de valeur. Je n'oserais pas dire qu'il en prend avec les années, mais au moins il n'en perd pas ou il en perd moins que si vous le laissez sous votre matelas. Ben, en tout cas, et même il n'y aurait pas d'intérêt du tout, l'avantage n'est Fiscalement, pas là. immédiatement, ouais. Voilà. Donc, très intéressant. Donc, à nouveau, faites-vous conseiller. Vous avez donc deuxième pilier. Troisième pilier, ben, c'est un peu la même chose que le deuxième pilier, sauf qu'au lieu que ce soit un tiers, c'est vous-même qui cotisez pour vous-même. Alors, le produit le plus couramment cité, c'est l'épargne pension, qui est plafonné, c'est le même système, c'est un produit d'assurance vie. Vous mettez une prime et jusqu'à un certain montant, c'est 1200 et des euros en Belgique, je pense que c'est même 1200 euros pile, vous avez un gain de 30% fiscal chaque année et à terme, vous êtes fiscalisé de manière fixe. Vous pouvez aussi, en tant qu'indépendant, mais aussi salarié, c'est un produit qui n'a pas eu beaucoup de succès, mais on en parle souvent comme pour les indépendants, qui est la pension complémentaire pour indépendants. Pension libre complémentaire pour indépendants, PLCI, qui est aussi un produit hyper intéressant pour les
indépendants, c'est exactement le même principe. Assurance vie, cotisation, et vous avez un gain fiscal l'année où vous payez et vous avez un gain fiscal lorsque vous recevez la somme. Donc à ce stade, quand vous entendez une personne qui vous dit je gagne peu de pension, souvent la personne ne fait référence qu'au pilier 1. Mais pour envisager votre pension dans le À la futur, vous pension devez légale. regarder, oui, à la pension pilier 1 légale, vous devez envisager les 3 piliers de pension. Et encore, c'est Donc, les trois pris en considération. Mais toi, ce que tu dis, c'est qu'il y en a un quatrième. alors, il y en a un quatrième qu'on ne cite pas, mais pour un indépendant, en tout cas un entrepreneur, le quatrième pilier, ce sont les rentes. Ouais, c'est ça. Et donc, les rentes, elles peuvent venir soit de manière privée, ben, vous avez fait votre propre épargne et vous l'avez par exemple investi dans la brique. Pourquoi est-ce qu'on va parler de rente? Parce que si vous avez par exemple une maison, un appartement que vous louez, il est plus que probable que cet appartement-là, votre pension, aura été payée et donc constituera une rente nette. Mhm. Ce qui n'est pas le cas lorsque, si vous avez un appartement, vous le louez 100, s'il vous coûte 100 de prêt, en fait, il n'y a pas de rente. La rente est égale à zéro. Donc, il y a vraiment une rente que si vous avez un bien à donner en location qui a une rentabilité positive. Donc, ça, c'est la rente. Deuxième rente qu'on n'envisage pas, et tu l'as évoqué juste avant, c'est la revente de l'activité. Bien sûr, oui. La transmission de vos parts ou la revente de l'activité, c'est une rente pour votre pension, puisqu'il est plus que probable que vous allez cesser vos activités pour prendre votre pension. Même si vous avez pris votre pension légale, vous n'allez pas continuer 10 ans dans votre business euh, à continuer à travailler jusque des 80, 90 ans. Donc à un moment donné, vous allez prendre votre pension et ce sera justement la remise de ce commerce par des parts. Est-ce que ce que Sylvain a abordé tout à l'heure, c'est précisément que la transmission de votre société, c'est un projet en soi qui doit être conçu dès le départ. Et on voit trop d'entrepreneurs qui ont une société Ou pas, ou ou qui pas, ou sont qui sont indépendants. personnes physiques et qui ne pensent même pas que leur activité vaut de l'argent, qu'ils puissent le transmettre, ou tout simplement qui ne se sont pas constitués, qui n'ont pas utilisé les bons outils pour ce faire. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de vous dire, demain, je construis une activité, cette activité va s'inscrire dans le temps. Ne pensez pas trop tard à qu'est-ce que je vais en faire si je dois la transmettre. C'est d'autant plus important que on ne s'imagine pas d'où peut venir la complexité. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est complexe en tant que tel d'évaluer la valeur d'une activité, la valeur d'une clientèle, la valeur d'une marque, la valeur d'une innovation, la valeur de l'actif. Bon, ça, c'est un peu plus facile, ça peut se toucher. Mais voilà, mais la structure de votre activité, et comme le dit Salvatore, c'est un projet en soi. Je vous donne un exemple très concret. Je connais des gens qui ont voulu revendre leur activité et ils ont dans leur activité une activité qui vaut beaucoup d'argent et des bâtiments, des gros bâtiments classés, etc. Et en fait, l'activité tourne et elle génère du bénéfice. Et pourtant, et pas un petit bénéfice, un bénéfice confortable, et pourtant, ils n'arrivent pas à revendre l'ensemble de l'entreprise parce qu'elle vaut trop cher, étant donné la valeur de l'activité à laquelle il faut ajouter la valeur des bâtiments. Et donc, finalement, vous avez une activité super saine, qui va super bien, qui tourne, qui fait du bénéfice, et ils n'arrivent pas à revendre parce que c'est trop cher. Ils ont généré tellement de valeur dans cette activité et dans les actifs au total que ça devient trop cher que pour être achetable. Ce qui est ennuyant, parce que quand on veut prendre sa pension, c'est qu'on, surtout si on est entrepreneur depuis toujours, on a l'habitude de bosser et tout, on est crevé. Quand on dit là maintenant, il faut que je prenne ma pension, on est vraiment crevé. Et si on ne trouve pas repreneur à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Bah, soit on continue, soit fatigué pour fatiguer, de toute façon, on revend pour une bouchée de pain, ou en tout cas pour un truc qui n'est pas du tout avantageux pour nous. Et donc c'est pour ça que, comme le dit Salvatore, ça doit se préparer au fur et à mesure. Il
faut peut-être scinder des activités dans des sociétés différentes. Il faut peut-être avoir une société avec l'immobilier, une société avec l'activité qui loue à la société avec l'immobilier. Enfin, il y a toute une série de montages qu'il va falloir penser. Et ce n'est pas des montages pour profiter ou pour faire de l'évasion fiscale. C'est vraiment un montage financier qui va vous permettre simplement de valoriser votre activité à juste titre, à sa juste valeur, pour pouvoir la revendre et en retirer le bénéfice et les rentes qui vont vous permettre de vivre correctement votre pension. Je pense au cas simplement de notre fiduciaire où on essaye de s'arranger pour, par exemple, ne pas avoir le même âge. Alors, je vous donne un exemple, même chiffré. Si aujourd'hui vous avez une société, vous travaillez pendant 5, 6, 7 ans tout seul, rien ne vous empêche de faire rentrer quelqu'un. Ne voyez pas ça comme une menace, mais voyez ça comme plus tard, ce sera plus facile de revendre la moitié de mes parts à un associé ou 25% de mes parts à un associé. Dans mon cas, on est 4 associés. C'est plus facile de perpétuer une activité en vendant 25% de ses parts que finalement en obtenant peut-être le même montant. Donc, je revends 25% pour 100. Si ça se trouve, c'est tout aussi dur plus tard en étant seul de revendre 100%, je n'en obtiendrai peut-être que 100 aussi. Donc, attention, et c'est le cas par exemple dans des activités où il y a du matériel à investir. Je pense par exemple à une société de terrassement ou un maçon. Au jour d'aujourd'hui, vous avez une société de terrassement, vous avez acquis vos machines, vos bulldozers, vos pelleteuses au fur et à mesure. Puis un jour, la totalité de votre actif, ça vaut 1 million d'euros et vous vous dites, bah, ça va, demain je vais revendre. Bah, qui va vous acheter ça 1 million d'euros? Que celui qui va venir, soit c'est un gros, et sachant que c'est un gros et que vous n'avez pas beaucoup d'acheteurs, bah, en fait, il va diminuer le prix, et vous aurez, bah oui, vous aurez revendu, mais à un vil prix, soit bah, vous trouverez personne, parce qu'il n'y a personne qui aura un prêt d'1 million d'euros. Donc, c'est vraiment, trop souvent, je vois des entrepreneurs qui se disent, j'ai 64 ans, je voudrais revendre l'année prochaine, je vais m'organiser. C'est trop tard. C'est pas à ce moment-là que vous allez trouver repreneur. D'accord? Donc, ne voyez pas à nouveau l'association comme quelque chose de mauvais. Dites-vous que plus tard, c'est peut-être vos associés qui vont vous sauver la mise. Un dernier mot sur les rentes, c'est que justement ce quatrième pilier qui est souvent oublié est d'autant plus avantageux à envisager lorsqu'on est entrepreneur et qu'on a une société que investir dans de la brique va nous revenir moins cher. Puisque investir dans la brique va pouvoir être déductible en tout ou en partie, on va pouvoir récupérer de la TVA, etc., si ça se fait dans le cadre de l'entreprise. Donc finalement, préparer cette pension-là va vous coûter moins cher de le faire en tant qu'entreprise que d'acheter en privé un appartement que vous allez essayer de rentabiliser en louant des étudiants ou je ne sais pas quoi.